Le Boulanger, le bar, restaurant, lounge vous présente les finales 2014 de handball. Bonsoir, bienvenue au stade de l'Est Jean-Yves Voulard ce vendredi 23 mai pour les finales du championnat de handball de la Réunion, finale de poule des As évidemment, avec une double affiche, d'abord chez les filles entre la Cressonnière et la Tamponnaise et puis tout à l'heure entre les garçons de la JSB et ceux de Château-Morange. Une belle soirée en perspective avec un match retour la semaine prochaine. Pour, en introduction de cette soirée, de ce reportage donc de 52 minutes, je vous propose d'accueillir tout de suite Philippe Alexandrino, qui est le secrétaire général de la Ligue réunionnaise de handball. Philippe, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que c'est un habituel rendez-vous, exceptionnel comme d'habitude. On attend ce rendez-vous, le handball, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est le rendez-vous qu'attendent tous les handballeurs. C'est la fête du handball lors de cette finale. Et chaque année, effectivement, on reconnaît que l'engouement, il est là, il est au rendez-vous et les gens participent activement à cette finale. Alors, chez les filles, Cressonnière, Tamponnaise, c'est une finale logique. On va dire, c'est vrai, au nombre de rencontres qui se sont déroulées toute l'année, la Cressonnière a un petit avantage psychologique, mais néanmoins, la Tamponnaise nous a montré que sur un match, tout est possible. Donc, personnellement, j'aimerais bien que la rencontre de ce soir soit relativement équilibrée pour avoir une grande fête la semaine prochaine. Alors, en quelques mots, le handball à La Réunion, c'est combien de licenciés aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on avoisine les 4000 licenciés et l'objectif, c'est de se rapprocher petit à petit, donc franchir le pas des 5000. Avec des objectifs également de sortir des joueurs qui iront en métropole comme il y en a eu déjà. Oui, absolument. On peut déjà constater, notamment chez les féminines, la relève est assurée avec, en l'occurrence, un exemple, Mélissa Agathe, mais elle n'est pas la seule. Et c'est vrai que chez les garçons aussi, nous avons quand même pas mal de joueurs qui évoluent maintenant au plus haut niveau, notamment en équipe de D1. Vous avez déjà la possibilité de voir évoluer Daniel Narcisse, on n'en parle plus, mais on a Nicolas Claire, on a également Jeffrey Mtima, qui est aujourd'hui pour moi plus qu'un remplaçant de Roubia, qui est le titulaire du poste d'ailier en équipe de France. Patrick Casal, meilleur entraîneur de France. Alors là, c'est l'apothéose pour la Ligue réunionnaise de handball et pour l'ensemble des Réunionnais. C'est une grande fierté. Je crois que tout sport collectif confondu, c'est la première fois que nous avons une telle réussite. Et là, on ne peut être que fier donc, de la Réunion et du handball réunionnais. Que souhaitez justement à ce handball réunionnais au cours des prochaines années? Écoutez, qu'on continue effectivement à évoluer dans ce sens et surtout de sortir des jeunes pour pouvoir justement porter le handball réunionnais sur d'autres cieux et notamment métropole et pourquoi pas ailleurs. Avec tout d'abord une minute de silence observée à la mémoire du père de Rachel Feno-Manana, joueuse de la Tamponnaise. On écoute en attendant Fred Valiamé. Comment ces dernières années le handball a évolué à La Réunion d'abord? Disons qu'au niveau des filles, il y a une bonne évolution au niveau des jeunes. De plus en plus, on avait par exemple du mal à un moment donné avec le championnat moins de 8. Et maintenant, on se rend compte que de plus en plus, il y a des équipes de filles. Et moi, je crois que c'est à partir de là-bas que le handball réunionnais va évoluer. Ces filles de ce soir, Cressonnière, Tamponnaise, elles ne sont pas les seules évidemment, ce sont les références aujourd'hui? Par rapport au championnat qu'ils ont fait, quand on regarde les deux équipes, il y a pas mal de jeunes qui sont passés par le pôle. Ça prouve bien qu'il y a une véritable identité réunionnaise dans le renouvellement des élites. Alors le pôle justement, il sert à quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Disons que le pôle, c'est aussi notre vitrine, mais sur le plan du renouvellement des élites. Cette année, quand je vois les garçons, je vois les filles, on a quand même près de 8 gamins qui sont partis en métropole faire des stages, faire des stages nationaux, des détections. Ça veut dire que au niveau de notre politique que la fédération, que la Ligue réunionnaise de handball a voulu mettre en place, commence vraiment à porter ses fruits. L'avenir maintenant, on connaît les noms qui sont sortis, les Patrick Casal, aujourd'hui Daniel Narcisse et Mtima. Il y aurait d'autres en vue là qu'on ne connaît pas encore? Disons que là, on a deux jeunes qui vont partir, un à Montpellier, le fils de Michel Zam, et le petit Koun qui va rejoindre le pôle de formation de Paris.
On a encore 2 autres jeunes qui sont en France cadets. Au niveau des filles, il y a une fille de l'étang salé qui va partir dans un centre de formation. Je crois qu'on a retrouvé un certain cycle qu'on avait à un moment donné. Et parce qu'on ne peut pas être autant, sortir autant de joueurs. Et là, je crois qu'on est reparti sur de bonnes bases. Le coup d'envoi de cette première finale entre les filles, les Bleus de la Tamponaise et les joueuses de la Cressonnière, tout de noir vêtues avec des liserés jaunes, tourne rapidement à l'avantage des Saint-Andréennes qui vont mettre au diapason et leur qualité habituelle, mais également leur réussite face à un adversaire un petit peu décontenancé en ce début de rencontre et qui est obligé de réagir de manière sporadique. Des Tamponaises qui vont tout de même trouver des solutions, à l'image ici de cette belle lucarne de Anaëlle Brandon, la Tamponaise. Au cours des premières minutes, jeu plus ou moins équilibré, mais avec toutefois un petit chouïa de plus pour l'équipe de la Cressonnière qui, au niveau de la percussion, se montre beaucoup plus entreprenante avec son leader sur le terrain, Eric Anis ici, et qui passe en revue toute la défense tamponaise pour inscrire un but important qui permet en tout cas à son équipe de se détacher. Les joueuses de la Cressonnière continuent à mettre la pression sur cette défense de la Tamponaise avec une nouvelle réalisation d'Eric Anis, cette fois c'est sur le côté droit. Les choses s'enchaînent, la Tamponaise perd un petit peu pied, cherche des solutions au point d'ailleurs de demander un premier temps mort de la part de Mélinda Jacques, son entraîneur. À chaque fois qu'on va en contact, Banana a du mal à jouer. Okay, à chaque fois qu'on les laisse venir, Banana n'a pas la capacité de tirer. Restez pareil, restez agressif sur le contre de balle. Fais attention juste là. Il faut juste parler et commencer la répartition par un bon pivot. Okay? Et en attaque, remettez du jeu. En attaque, remettez du jeu, annoncez, les rentrées et sortir. Et travaillez en mode. Allez les filles, on lâche pas. Allez. 8-5 à la 14e minute, tout encore évidemment possible pour cette équipe de la Tamponaise qui subit tout de même ces attaques de l'équipe de la Cressonnière. Je vous parlais de Mélinda Jacques qui a en fait remplacé au pied levé Vincent Danguet, absent à ce moment-là au sein de cette équipe, lui qui a été l'entraîneur tout au long de cette saison de cette équipe de la Tamponaise. Peut-être une certaine déstabilisation mentale pour les filles de la Tamponaise qui ont eu un petit peu de mal quand même. C'est formidable, hein. On n'arrive pas à mettre d'accord. C'est génial. Mélinda Jacques qui a donc mis son expérience au service des jeunes tamponaises pour cette finale, histoire qu'elles ne soient pas orphelines au tout dernier moment et elles réagissent. Mais c'est vrai que peut-être il y a une différence relativement importante dans le jeu. Elles s'accrochent, mais en face il y a une solide équipe de la Cressonnière qui creuse tout doucement l'écart. Avec dans les buts une gardienne de tout premier choix, Davina Bardel, les Saint-Andréennes vont faire la différence ici avec Aline Ducap qui sera l'une des meilleures réalisatrices de cette finale avec 8 buts à son actif, associé évidemment à ses autres partenaires, encore Eric Anis qui parvient à se défaire du marquage de ses adversaires pour ajouter un nouveau but. L'écart se creuse de plus en plus alors qu'on est toujours en première mi-temps, mais les Tamponaises ont du courage, ont de l'abnégation à revendre et elles réagissent comme sur cette belle lucarne sur la tête de l'excellente gardienne, faut-il le rappeler, Saint-André. Nouvelle attaque des joueuses de Saint-André, nouveau but pour une équipe de la Cressonnière qui s'envole littéralement. Et à 5 minutes de la pause, l'écart est de 8 buts. Ensuite, en défense, Pauline, arrête de faire pas des potes bêtes comme ça. Vous connaissez qu'elle va partir de l'autre côté, elle va revenir automatiquement parce qu'elle n'a pas le choix de l'autre côté. Côté, reste sur l'appui et puis lâche. Il faut intégrer, très bien. 5 contre 5 en attaque, on travaille. 1 contre
contre 1 livre à la balle, 1 contre 1 livre à la balle, et on joue dans les espaces. Finalement 16-10 à la pause, on va faire un petit tour dans les gradins et entendre notre micro. Ouais, il y a de quoi faire. Je vois une domination de la Cressonnière, donc j'ai l'impression que Tamponnaise, ils sont un petit peu en dedans de ce qu'ils font en général. Tu as entraîné des équipes de filles à une certaine époque, non? Oui, j'ai entraîné les filles de Saint-Denis, j'ai entraîné les filles de Prima, et puis les jeunes et les sélections. Ça a évolué? Oui, bien sûr. Ça a évolué par rapport au handball moderne quelque part. Et en même temps, ça fait plaisir de revoir certaines joueuses que j'ai entraînées depuis longtemps. Vous l'avez peut-être compris, on ne s'est pas fait de cadeau au cours de cette finale. Une finale arbitrée par des arbitres mahorais et qui sont de passage dans le département. Et c'est eux qui étaient au sifflet et ma foi, ils sont pas trop mal sortis dans ce match un petit peu déséquilibré, c'est vrai au niveau du résultat, parce qu'au cours de cette deuxième mi-temps que nous voyons, l'équipe de la Cressonnière n'a pas arrêté de mettre la pression. 6 buts d'écart, je vous le disais tout à l'heure à la pause, au bénéfice de la Cressonnière. Un écart qui a eu tendance à se stabiliser, on dira. Toujours à l'avantage de cette équipe managée par Luciano Munyama, ex-joueur de la Cressonnière, mais également de la JSB à une certaine époque, avec des filles qui ont également du métier, Liva Vaté, l'INSEE par exemple, encore on parlait tout à l'heure de Aline Ducap qui avait marqué pas moins de 8 buts au cours de cette rencontre. Mais les duels sont intéressants et regardez par exemple ce bord débordement sur le côté gauche, une grosse satisfaction pour Marie-Audrey Sababadi, donc, qui avait connu d'ailleurs le haut niveau au niveau national il y a quelques années à peine, mais les gardiennes également n'étaient pas en reste, de part et d'autre du reste, puisque la gardienne tamponnaise a également effectué de superbes arrêts. Ça n'a pas suffi face à la déferlante de ces Saint-Andréennes qui ont à ce moment-là mené de 9 buts au tableau d'affichage, puis 10 buts. L'écart commençait à être particulièrement inquiétant au cours de ces dernières minutes d'un match qui semblait un peu plus déséquilibré au fil des minutes, avec une gardienne irréprochable côté Saint-André. Petite... D'accord. Il faut tout donner, le réduire le sport. D'accord. Après, on a beaucoup d'immanquables, des mauvais tirs, des photos, des pénaltys, pas de chance. Mais je ne veux pas que chaque qu'elle marque aussi facilement, d'accord. Puis elle marque le festival de magnifique c'est fini. On est tous qu'est-ce que vous avez en ouais. Allez. Joue dans le dos. Les Saint-Andréennes, vous l'avez compris, ne veulent pas lâcher le morceau. Elles savent que plus elles marqueront des buts, malgré cette tentative et cette réussite de la tamponnaise Anaïs Simonin, qui a de l'avenir visiblement. Elle a en tout cas le style, elle a le gabarit qu'il faut. Il lui manque juste un petit peu plus d'expérience, un peu plus de maturité. Mais ça viendra un petit peu à l'image de cette équipe tamponnaise qui a subi, c'est vrai, mais qui n'a jamais lâché le morceau, qui ont été particulièrement courageuses et qui ont trouvé quelques lucarnes comme cela face à la gardienne Saint-Andréenne. L'écart, malheureusement pour elle, n'a jamais été vraiment réduit au point d'amener le suspense. Et là, après ce premier arrêt, une réussite est signée de Claire Thibault. Et un nouvel arrêt de la gardienne avant que les tamponnaises ne se rachètent quelque peu. L'écart se réduit jusqu'à atteindre 10 buts de différence au coup de sifflet final de cette première rencontre en ce qui les concerne, qui a tourné évidemment l'avantage des Saint-Andréennes grâce notamment à ce genre de face-à-face victorieux pour l'équipe Saint-Andréenne, avec cette gardienne infranchissable par moment, et des tamponnaises qui n'ont pas à rougir de leur défaite, certes qui peut paraître sévère, mais qui reste logique en attendant, pourquoi pas, un match retour au score final, je vous le rappelle, 28-18, 10 buts d'écart entre les Bleus de la tamponnaise et les joueuses de la Cressonnière, qui ont fait un grand pas évidemment vers le titre, le 4e titre de leur histoire, 4e titre consécutif. On saura tout cela la semaine prochaine, mais pour l'instant elles ont pris une sacrée option.
Je pense pas que ça a été facile, hein. Et c'est juste que nous, on a mis de la rigueur et on a démontré que tout le monde nous donnait 45 ou 55, peu importe. Mais je veux dire que ce soir, j'ai demandé aux filles de montrer nos vraies valeurs et surtout de faire respecter la hiérarchie depuis 3 ans déjà, quoi. 10 buts d'écart, est-ce qu'on peut penser que le match retour sera du même calibre et que c'est fait déjà? Là c'est le piège. Et généralement quand on mène 10 buts, il ne faut pas se relâcher. Et là il va falloir essayer de garder les filles mobilisées par rapport à ces matchs-là. Parce que 10 buts, c'est sûr que c'est pas évident de gérer. Comment tu vas gérer justement ces quelques jours avant le match retour? Je pense que là déjà, on va essayer de récupérer sur ce match-là. Ensuite, on va essayer de faire tourner un petit peu certaines filles ou bien certains cadres de l'équipe qui ont quand même donné beaucoup ce soir. Alors, content de la victoire? Oui, je suis contente. Ouais. Ça va jouer le prochain match, mais tu vas tout donner ce soir? Je crois qu'on a l'âge pour le match. Ouais. On a l'âge. Oui, c'est pas facile. Ok, merci. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on s'est dit que sur cette finale, il n'y avait pas de match, il n'y avait qu'un seul match. Donc celui-là, il va être comme la semaine prochaine, il n'y a pas de cadeau à faire. Et même si, à ce qui paraît, on a moins de collectifs, on a su montrer ce soir qu'il fallait compter sur nous quand même. Cette finale, cette année, c'est quelque chose de très particulier. La situation au tampon, c'est pas évident. Je l'ai dit tout à l'heure que je suis trop fière des filles parce que pour monter sur le terrain dans des situations qui entouraient l'équipe, c'est bien. Après, le Cressonnière, elle a montré un jeu très performant ce soir. Elle se mérite de gagner après les écarts, c'est indiscutable. Il y avait plein de choses immanquables, tirs ratés. On pourrait analyser le match combien de fois. Et voilà, il faut faire avec. Mercredi, il y a un deuxième match à jouer. On va entraîner demain, on va entraîner mardi soir et on verra bien qu'est-ce qu'on arrive de retrouver comme leçon. 10 buts, on peut remonter 10 buts. Alors, 10 buts, c'est beaucoup. Après, c'est des questions comment tu prépares. Pourquoi pas remonter 10 buts? Après, c'est pas le but de remonter les 10 buts la première 5 minutes. Prendre le match petit à petit, faire le moins de fautes possible et on verra bien à la fin. En fait, j'ai fait 11 ans en métropole, je suis arrivée en N1 en équipe réserve avec Metz où il y avait Leila, Fanny Ludwig. Après, je suis partie en D2 et je suis revenue après en D1 et j'ai terminé à Issy-les-Moulineaux pendant 6 ans. Avec l'envie un de ces jours de donner des conseils ou alors de pourquoi pas repartir? Non, pas encore, c'est fini. Peut-être repartir dans un club. J'ai une amie justement qui m'a contactée dans le sud. Pourquoi pas, mais pas en D1. Ce soir, 10 buts d'écart, est-ce qu'on peut dire que l'essentiel est fait? L'essentiel n'est pas fait. Là, c'est comme si on est à la mi-temps d'un match, on reprend 0-0 la semaine prochaine. C'est pas sur les conseils que tu donnerais à tes copines justement avant la semaine prochaine? De rester dedans psychologiquement, de garder ce côté solidarité, de vraiment. Là, on s'est bien cimenté ce soir. Il faut garder ça en fait là pour la semaine prochaine. Cette finale féminine a tourné à l'avantage de la Cressonnière qui a pris une bonne avance, 28-18 face à la Tamponnaise. C'est pas encore gagné, on a pu voir par le passé que 10 buts d'avance c'était beaucoup et peu en même temps. La Tamponnaise a vu comment évolue la Cressonnière, il faudra être beaucoup plus forte en défense et en attaque, ne pas perdre les ballons et rester concentré jusqu'à la fin. Ils peuvent faire douter cette équipe de la Cressonnière, mais on sent que du côté des Saint-Andréennes, l'expérience est là. Romain, c'est son prénom, on lui accorde quelques dizaines de secondes histoire de le mettre en évidence car il le mérite. Regardez ce talent. Michael Jackson en personne, il est revenu. Place maintenant aux garçons. Et avec moi, le président du Château-Morange, Jean-Luc Teddy, bonsoir. Bonsoir. C'est le petit-fils? Non, oui, c'est notre propre bonheur, oui. D'accord. Jean-Louis, champion de titre, l'équipe du Château-Morange. Comment ça se présente? Comment tu as vu ton équipe dans sa préparation ces dernières semaines? Notre seul souci, c'est on a 2 blessés et un suspendu. Mais sinon, je crois que les gars sont sensibles pour jouer, pour ceux qui ne sont pas là. Donc, vous saviez bien que Château-Morange et la JSB sont, avec la Cressonnière, les 3 meilleures équipes de Lille. Et c'est toujours un
un plaisir de les rencontrer et c'est la fête du handball, quoi. Ça fait des années que Châteaumorange est en haut de l'affiche. À quoi on attribue cette réussite? Ah ben, ça fait des années, oui, depuis 2006, on peut dire ça. Mais c'est vrai que nous aussi, on avait un groupe vide. Il y avait Joinville, il y avait Saint-Gilles-Léo, il y avait JSB. Maintenant, c'est Château, tant mieux pour nous. C'est vrai que ça dure un peu, et c'est du travail, c'est du bénévolat, c'est de la passion. Et on a de très bons dirigeants, on a un très bon entraîneur. C'est un monsieur, Payet Fabrice, c'est l'équivalent de Casal sur le plan national. Casal, justement, tu le connais bien, c'est peut-être le meilleur entraîneur de France. C'est surprenant ou pas, finalement, toi qui le connais très bien? Moi, je sais que c'est un battant, c'est quelqu'un qui aime gagner. Et on retrouve ça chez le Rayonnais, quoi. Le créole, il aime gagner. Et c'est pour ça que des fois, les matchs sont tendus. Mais à part ça, on est des camarades. Le handball, c'est un sport, vraiment un beau sport. Ce rendez-vous-là, ça fait bien une douzaine d'années, mais on n'a pas toujours été en finale, mais sur 12 années, je crois qu'on a été vu 8 ou 9 fois en finale. Cette année, comment ça se présente? Bon, pour cette année, on a fait un championnat quasiment parfait. Et puis ça se présente maintenant, on est en finale, maintenant il faut la jouer, il faut vouloir la gagner cette finale. Tu es aujourd'hui président? Pourquoi d'ailleurs président? Pourquoi président? Parce que les choses ont tourné d'une façon dans le club. Monsieur Jimmy Perrault a démissionné. J'étais deuxième vice-président du club. Pour moi, c'est une surprise de me retrouver là, mais bon, il fallait reprendre la relève dans la continuité. J'ai pris le relais, tout simplement. Ça change d'être joueur et président? Énormément. Ce matin, me posait la question, est-ce que je préférais être joueur ou président? J'ai répondu, être joueur, c'est mieux. Mais maintenant, c'est l'envers du décor, c'est dans l'organisation. Il faut trop préparer pour les joueurs, les mettre bien dans de bonnes conditions. C'est passionnant aussi quelque part, donc ça me plaît bien. Et comme chaque année pour ces finalités, la Ligue régionale de handball a fait appel à des arbitres de niveau international. Olivier Buy et Sébastien Duclos ont fait le déplacement cette fois pour arbitrer et ce match aller, ces finales aller, mais également les finales retour qui se disputeront, je vous le rappelle, mercredi prochain, mercredi 28 mai, toujours au stade de l'Est Jean Yvoula. On est parti donc à la rencontre de ces deux sifflets. Interview. Merci, bon match. Merci. Alors Olivier Buy, là. Sébastien Duclos, là. Alors, votre histoire avec l'arbitrage au handball, évidemment. L'arbitrage, c'est une longue histoire. Je suis en première division en LNH depuis 22 ans. J'ai une carrière internationale avec 5 finales de championnat d'Europe, une finale des Jeux Olympiques, une finale championnat du monde et 11 championnats du monde. Donc, ouais, des références. Moi, c'est beaucoup moins étoffé. Ça fait la 5e année que je suis en LNH. Non, pas du tout. 5e année que je suis en LNH et c'est la 3e fois que je viens à l'île de la Réunion. La première fois, c'était pour la tournée de l'équipe de Chine. La seconde, il y a 5 ans. La seconde, les finalités, il y a 2 ans. Et la 3e fois aujourd'hui. Donc c'est génial, c'est bien. Vous laissez que jouer là, vous êtes plutôt rigoureux dans votre façon d'arbitrer? On est des arbitres qui dosent énormément le jeu au niveau de la continuité du jeu. Et vous verrez, je pense que ça va donner un vrai spectacle. Une finale, tu en as vécu déjà par le passé quand même, pas forcément avec la JSB je crois, non? Oui, déjà 2 avec Joinville. Ouais. Toujours quelque chose de très particulier et voilà, on sent c'est vraiment un match qui est différent des autres. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de pression, pas mal d'envie aussi de bien faire. Et voilà, le tout c'est de ne pas se tromper et vraiment de ne pas se laisser trop envahir par la pression, quoi. Sur la feuille de match, c'est un choix. Il y a beaucoup de bons gardiens. C'est difficile, non? Oui, c'est un choix c'est un choix du coach qui a privilégié de faire jouer Johan et Loïc ce soir. Bon, c'est dur, hein. Voilà. Moi, je suis compétiteur et c'est vrai que bon, c'est toujours difficile d'accepter. Mais bon, je serai là pour les soutenir et les aider à ma façon et participer aussi au match à ma façon dans mes conseils, dans mon soutien. Psychologiquement, il fallait travailler, donc on a bossé comme d'habitude, mais comme c'est une finale, on a bossé un petit peu plus que d'habitude.
Donc tout va se jouer en défense. C'est un combat, donc si notre défense est en place, je pense qu'on va être bien ce soir. Vous connaissez bien ces deux équipes, alors ça c'est un avantage ou un inconvénient finalement? Ouais, mais les deux équipes se connaissent tellement bien et maintenant, reste à jouer. Moi, j'ai rien à dire, 50-50 pour ce soir et 50-50% ce soir, on verra à la fin du match. La finale arrive là les gars, c'est pas pour pêcher les gars, cette saison est tuée les gars, il y a 2 matchs, ils viennent à nous les gars, allez on va jouer les gars, ils lâchent pas les gars. C'est comme avant, toujours comme avant une finale, c'est assez. Il y a l'adrénaline qui commence à monter. En général, c'est un bon signe. Pour l'année précédente, qu'est-ce qui a changé à la JSB? Pas grand-chose. Peut-être qu'ils ont vieilli, on a tous vieilli un peu plus. En général, on devient sage quand on vieillit. Donc, ouais. On a bien vieilli. Moi aussi. Oui, mais on essaiera de forcer un peu le destin pour faire du 70-30, mais ça, c'est pas gagné. Ouais, l'ambiance est super bonne, c'est véritablement l'affiche qu'on attend dans ce type de confrontation. JSB Château, entre Château qui est détentrice et qui est sur une bonne série, la JSB qui voudra coiffer cette équipe de Château cette année sur cette finale et goûter au voyage en métropole après 2 ans d'absence. Ça va se jouer véritablement pas grand-chose. Deux équipes très bien préparées, très concentrées sur leur sujet au moment des présentations. La JSB en blanc et en rouge, évidemment les couleurs du club, et les 2 gardiens qui ont été retenus, vous l'avez compris, puisque Gérald Demondin nous le confiait tout à l'heure, il s'agit de Etève et Sam Kaufrève, alors que du côté de Château-Morange, Pascal Françoise, avec son numéro 16, a fait son retour en fin de saison. Il était blessé. Si vous suivez un peu le handball, il était blessé sérieusement au début de cette saison. Il n'a pu participer au championnat comme il l'aurait souhaité et suppléé fort bien d'ailleurs par Johan Dejean qui va être titularisé pour cette finale avec une présentation aux différents officiels qui avaient fait le déplacement dans ce stade de l'Est Jean-Yves Oula où avaient pris place quelques 3000 spectateurs pour cette finale maintenant. Donc chez les garçons, vous savez, il y a un match retour le 28 mai. L'important pour ces 2 formations, c'est de essayer de faire la différence dès à présent pour ne pas être très surpris. Mais rappelez-vous, c'était en 2012 lorsque la JSB avait gagné par 7 buts d'écart au match aller avant de perdre par 7 buts, mais être éliminé, on dira, de ce titre de champion par Château-Morange, justement, grâce à une différence de buts. Les Castelmorangeais avaient inscrit le plus grand nombre de buts sur la 2e rencontre. Ils avaient donc remporté ce titre de champion des supporters de Castelmorangeais habitués, tout comme ceux de Saint-Benoît, du reste, dans ces gradins du stade de l'Est Jean-Yves Oula, où il faisait bon d'y passer la soirée. Et Château-Morange privé d'au moins 2 de ses fers de lance, Péniel à Capondier et Idriss Pajanondi blessé. Les 2 équipes se connaissent parfaitement et au cours des premières minutes, ce sera un festival des gardiens de but. Johan Dejean pour l'équipe de Château-Morange et en face, Etève, voilà, sur les attaques qui se sont multipliées de part et d'autre, avec, c'est vrai aussi, quelques maladresses, beaucoup de pertes de balles. Et les 2 formations n'ont pas trouvé la faille pendant de très longues minutes, 3, 4, 5 minutes et toujours 0-0 tableau d'affichage. C'était presque désespérant, en tout cas, ils avaient essayé ces joueurs, mais face à des défenses particulièrement bien solides et très regroupées, très vigilantes, et à des gardiens en état de grâce, impossible d'ouvrir le score. Johan Etève, Johan Dejean se passaient donc le relais pour faire face aux attaquants adverses. Et puis, on s'était dit, il faudra quand même marquer un but à un moment donné. On était allé pratiquement à la 6e minute lorsque la première équipe qui a dégainé, ce sera l'équipe de la JSB. Encore là, une tentative castelmorangeaise qui est contrée par le poteau et par Etève, le gardien de la JSB. Et une nouvelle parade de Johan Dejean.
Décidément, l'ambiance était à son maximum et on se posait la question qui va craquer en premier, qui va trouver la faille en premier. Toujours rien à l'horizon. On revoit on avait quelques caméras qui nous permettent de voir, vous l'avez compris, les mêmes actions sous des angles différents, des actions essentielles pour comprendre ce qui s'est passé en ce début de rencontre. Yoann Desjean, on l'avait vu tout à l'heure sous un angle différent, intervient sur cette tentative de jouer à l'angle, impeccable, histoire de se mettre en condition, le public est chaud. Alors qui va marquer en premier? Un tir de jeu à l'angle, donc arrêté, vous l'avez vu tout à l'heure par le gardien Castelmoranger. Les minutes s'écoulent et rien à faire. Toujours 0-0 au tableau d'affichage. On se croirait dans un match de football un peu ennuyé. Et pourtant, on ne s'est pas ennuyé. On savait qu'il y avait un moment où on finirait par marquer des buts. Là, c'est Johan Etève qui s'illustre sous des angles différents. Décidément, rien à faire. Le festival des gardiens. Tenez, regardez, 5e minute et toujours 0-0. Chose assez incroyable dans cette finale. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de part et d'autre. Châteaumorange à l'attaque, cette balle perdue récupérée par Joël Angot qui cherche une solution avec Romain Calixte, côté droit il y a Sean Caibon qui s'infiltre et qui marque finalement le premier but de cette partie. Il était temps, la JSB ouvre enfin le score, on revoit ce but sur cette contre-attaque remontée de balle relativement rapide, c'est une des spécialités de la JSB. Eh bien, l'ouverture du score, ne désespérez pas, parce qu'on ne s'était pas ennuyé pour autant au cours de ces premières minutes, mais il était temps que le score soit ouvert, histoire de débloquer un peu cette affaire. Alors cette affaire, ce sera l'affaire de la JSB qui récupère une nouvelle balle sur la maladresse des joueurs de Châteaumorange, totalement hors sujet au cours de cette rencontre. Ils vont perdre beaucoup de balles, les Bénédictins également ne sont pas irréprochables à ce niveau-là, mais ils ont été beaucoup plus lucides dans ces moments-là, avec Romain Calixte par exemple, qui cette fois ne laisse aucune chance à Yoann Desjean, le gardien de Châteaumorange, pour le deuxième but bénédictin, 2-0 et Châteaumorange qui ne parvient toujours pas à réagir. La JSB semble maîtriser son sujet pour mettre la pression cette fois de manière réelle sur la défense de Châteaumorange et Joël Angot, le meilleur buteur de l'équipe de la JSB, fait des siennes, 3-0. Il est temps de demander le premier temps mort de cette rencontre. Il y a du travail en fixation au départ. Après de mettre un truc en place. Oh Molo, allez les gars, vous tenez le là. Molo, tape de là, les gars, nous là, côté là. Allez, tiens le ballon les gars. Christophe, tape un peu le ballon, allez, tiens, je suis croisé. Jouez au ballon les gars. Pousse le ballon. Et la dernière les gars, arrête les gars, vous êtes jouez le ballon. Allez, joue au ballon, Molo. Allez, la ballon est là. Loïc, David, Manel, hé les gars, en ce moment on a pas de problème qui se pose, qui se pose, on est en planche, on peut enclencher sur les dribbles, d'accord? Et si ils mettent un peu plus d'aide, on prend le temps là, c'est bien d'accord, et après, ça se réduit, il y a un changement de rythme, d'accord? Je suis pas là avec Joël, allez jusqu'au bout, ne prends pas de plus, ça y va, allez les gars, ok? Allez. Et ils le savent tous, bien que menant assez rapidement, ayant débloqué son compteur, la JSB n'est pas du tout à l'abri d'un retour de cette équipe de Châteaumorange, le temps pour elle de trouver ses marques. Mais au fil des minutes, on sent quand même qu'il y a une petite différence et au niveau de la concentration, au niveau surtout de la réussite. C'est dans la tête que là, cela se passe. Et la JSB est beaucoup plus, on dira, non pas motivée, mais beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus juste, beaucoup plus réaliste dans ces actions-là, même si, encore une fois, et heureusement pour l'équipe de Châteaumorange, Yoann Desjean s'illustre, mais là, malheureusement pour lui, il n'y peut rien. Face à lui, il y a le bénédictin Pierre-François Yéli qui a été d'ailleurs très bon. Il a marqué 5 buts, il est le deuxième meilleur buteur de son équipe dans cette première demi-finale. Donc on revoit sous un angle différent ce premier arrêt tout d'abord de Yoann Desjean, important, et malheureusement la mauvaise relance qui profite à Yéli et qui fait à ce moment-là 4-0 au tableau d'affichage et toujours rien au niveau offensif pour l'équipe de Châteaumorange. C'était presque désespérant. On a dû se poser quelques questions à ce moment-là et dans les tribunes, mais également sur le banc de l'équipe de Châteaumorange.
La GSB continue son festival avec Yeli à nouveau en position de pivot, bien servi par Romain Calixte, qui ne rate pas la cible à ce moment-là. 5-0, décidément 12 minutes et Châteaumorange qui n'a toujours pas trouvé la moindre ouverture. C'est à désespérer. Alors sur ce penalty, sans doute, oui, enfin, sur ce penalty, Arthur permet à son équipe d'ouvrir, de débloquer son compteur. Il était temps, 5 buts à 1. Les minutes s'écoulent. Châteaumorange reprend ses esprits enfin avec Jean-Christophe Coindevel qui à son tour retrouve la faille. L'écart se réduit tout doucement même si la GSB continue à contrôler la partie avec un Joël Angot excellent. Joël Angot qui terminerait cette année sa carrière de handballeur. En tout cas sur cette première finale il a été excellent, je vous le disais, avec 8 buts à son actif, 9 buts même à son actif, vous en voyez. Il est capable de tirer dans des positions relativement déséquilibrées lorsqu'on s'y attend le moins, avec un coup de poignet qui est particulièrement redoutable pour les gardiens de but qui ne savent pas où la balle va partir. Et face à lui, donc, les gardiens ne savent pas trop comment se comporter. Alors Châteaumorange, on y revient, réussit enfin à tromper l'excellent Johan Etève avec une réplique bénédictine pour ce tir en coin qui permet de maintenir cet écart presque décisif déjà. Il est sous un angle différent et le public bénédictin aux anges tout simplement. Son équipe est au rendez-vous malgré ce départ un peu laborieux. 8-3, 5 buts d'écart et 6 buts maintenant. Donc difficile à Châteaumorange de recoller au score malgré quelques tentatives. La GSB en revoit ce penalty tiré par Joël Angot, donc d'une grande, très très grande efficacité. Châteaumorange, comment réagir, comment trouver des solutions? Fabrice Payette se creuse les méninges. C'est vrai que l'absence de quelques potentiels titulaires a fait défaut, mais les Dionysiens ne s'en sont jamais plaints. Ils ont fait avec ce tir de Budel par exemple qui trompe enfin le gardien Etève. Château réagit mais de manière trop sporadique pour pouvoir recoller au score. Angot cette fois qui échoue sur Johan Etève, mais il y a de l'autre côté Bruno arrive dans son pur style de gaucher, un peu nonchalant mais terriblement efficace. La GSB maîtrise la partie, ne se laisse pas envahir ni par l'émotion ni par une équipe de Châteaumorange un petit peu déséquilibrée. Et cette reprise, on le voit avec pas une roucoulette, mais tout simplement un tir totalement placé de la part du Bénédictin. Donc Arrive qui a joué au Paris Saint-Germain à l'époque, et donc il a connu le haut niveau, sans doute quelques très très beaux restes. Et cette défense imperméable de l'équipe bénédictine, et à nouveau Arrive sur cette contre-attaque qui tranquillement glisse la balle sous les jambes de Johan Dejean et permet à la GSB de s'envoler vers un écart qui est de plus en plus inquiétant pour l'équipe de Châteaumorange. Et surtout en ce sens qu'on avait 5 buts d'écart après les 10 premières minutes de ce match, et ces 5 buts on les retrouve au fil des minutes. Quelquefois il y en avait même 6, à la 25e minute 12-7, 5 points de différence au bénéfice toujours d'une équipe de la JSB qui connaît quand même quelques défaillances comme ici sur ce tir de Permal, mais d'une façon générale on regarde, il parvient à trouver la faille. D'une manière générale, la GSB sait conserver la balle, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se faire rattraper par cette équipe de Châteaumorange qui cherche des solutions mais qui pour l'instant n'en trouve pas énormément, sauf sur ses coups de pied arrêtés peut-être, mais en deux temps. En deux temps, Arthur, donc le meilleur buteur d'ailleurs de l'équipe de Châteaumorange, parvient à tromper la vigilance du gardien bénédictin. Obligez les à tirer en dehors des neufs. Allez les gars, allez les gars. La GSB à nouveau à l'attaque avec Joël Angot, arrêt du gardien Johan Dejean pour chercher la contre-attaque pour son équipe qui ne donnera rien fidèlement, si ce n'est, on le revoit, cette action sous un angle différent, donc cet arrêt, il a tenu la baraque 12-9, donc c'est revenu, la Châteaumorange est revenu à la hauteur de la GSB, mais surtout grâce à ses arrêts déterminants à ce moment-là, il a retrouvé son second souffle, Johan Dejean, permet à son équipe donc de presque recoller au basque des Bénédictins.
Jean-Christophe Coindevel trouve une solution sur le côté droit, mais arrêt de Johan Eteve, la contre-attaque de la JSB est menée directement pour cette faute. Et au cours de ces dernières minutes de la première mi-temps, la JSB reprend ses distances pour atteindre la pause, alors que il refait son entrée. Pascal François pour essayer de détourner ce penalty, ce jet de 7 mètres de Joël Angot, mais il ne parviendra pas. Et 14-9 au tableau d'affichage à la mi-temps de cette première demi-finale. La JSB a su prendre le meilleur départ, et c'est ce qui fait la différence à ce moment-là. Alors est-ce que les Castelmorangeais pourront au cours de la seconde période revenir avec ce dernier but, notamment bénédictin, signé, vous l'avez compris, cette roucoulette de Arrive, sa spécialité. Château a un problème de tireur de loin. JSB joue bien le coup. Bon, heureusement que Château-Morange a Johan Lejean qui fait un gros match. Mais bon, s'il ne règle pas le problème de tir de loin, ça va être difficile. Tu te rappelles des souvenirs, toi qui étais entraîneur de Château-Morange quand même, non? Ouais, des vieux souvenirs. Après, bon, je sais pas. Ouais, il y a eu des moments où on était loin derrière, on est revenu. Bon. En 14-9, évidemment, rien n'est fait encore. Non, sur handball, rien n'est fait. Mais donc ça va user l'équipe, ça va les user de courir derrière. Maintenant, il faut, à mon avis, essayer de limiter les dégâts pour attendre le match retour. Tu aurais été encore coach de cette équipe, qu'est-ce que tu leur dirais là? Tu aurais été encore coach, qu'est-ce que tu leur dirais à la mi-temps? J'essaierai de leur dire de surtout pas redémarrer comme ils ont démarré la première mi-temps. Ça s'explique, ça n'a pas de but pendant 5 minutes de part et d'autre. Hein. Ça peut être un manque de concentration ou alors de la crispation, il peut tout avoir. Et surtout, ils ont fait 3 tirs manqués dès le début de match. Ça ne met pas en confiance. Et Château, heureusement qu'il y avait Johan Lejean, mais le gardien de la JSB a fait également un bon match. Et JSB s'est repris plus vite en main que Château, j'ai envie de dire. Loïc Samkaufrev succède à Johan Eteve dans les buts de la JSB au retour des vestiaires. Il a réussi un véritable festival, lui, et qui a joué également en métropole pendant quelques temps, tout comme certains. Jeffrem Tima, dont on va dire un petit mot, puisque Christian, son papa, était là et on lui a tendu le micro. Pour sa saison, bonne saison, très bonne saison pour l'instant. En plus, hier soir, il fait quand même un 6/6 hier soir sur le dernier match du championnat. Maintenant, il reste la Coupe de France ce week-end, en espérant qu'ils vont être champion de France sur Coupe de France. Est-ce que le fiston a fait mieux que le papa lorsque tu étais toi-même professionnel? Largement, il a dépassé son père depuis très longtemps. Quelles sont ses qualités finalement? C'est les qualités physiques, hein. Il est très physique, il va très vite, plus vite que son père encore. Ça fait le plus qu'il a par rapport à moi. Un grand avenir, l'équipe de France, on espère un de ces jours? Comme tout joueur, comme tout sportif, il espère. Bon, j'espère qu'il le fera. Il sera encore 3 fois plus loin que son père. Jeffrem Tima, que l'on espère retrouver dans quelques années. Il est encore joueur, lui, Daniel Narcisse, au sein de cette équipe de France. Tiens, Fabrice Payette, l'entraîneur de Château-Morange également, avait évolué à Paris comme professionnel il y a quelques années. Une belle filière pour le handball réunionnais de façon générale, que ces équipes de référence. Il y a Dunkerque également aujourd'hui. Donc une équipe de la JSB qui continue, qui ne se pose pas autant de questions et qui continue donc, et en défense par exemple avec derrière Loïc Samkaufrev très précis sur cette relance pour le lob astucieux, donc qui permet à l'équipe bénédictine, et un lob signé Bruno Arrive, qui s'était un petit peu blessé d'ailleurs sur cet effort, sur cette contre-attaque. La JSB joue juste, à une défense impénétrable. En face, allez, on essaye de trouver des solutions, mais de manière un peu individuelle, en désespoir de cause, comme ici Jean-Christophe Coindevel. Ça marche, mais ça ne permet pas de réduire totalement l'écart, car la JSB ne faiblit pas et continue donc à mettre la pression quand il le faut, et à surtout trouver les bonnes failles. Nicolas Arbouin, patron de la défense bénédictine, Bourseau, tête de pont pour empêcher toutes les velléités de Château-Morange, qui trouve heureusement encore ici par Permaille une solution. Mais elles sont trop rares pour permettre de faire naître l'espoir, comme face ici à Loïc Samkaufrev, qui cette fois donc parvient à s'interposer. Et Romain Calixte qui fait son festival de son côté au niveau de l'attaque. 5, 6, 7 buts d'écart à un moment donné, la JSB tient sa première finale, mais il ne faut pas lâcher, car en face il y a quand même des combattants, il y a des joueurs qui sont
expérimentés, qui sont tout à fait capables à tout moment, là avec ce but de Joséphine, 46 ans s'il vous plaît, David Joséphine qui jouerait sa dernière saison avec la JSB, mais quel exemple de persévérance de la part de Joséphine. Alors Loïc Samkafrev fait douter ses adversaires, il est chaud comme la braise et ça se voit. On reste ensemble, on n'essaye pas d'aller intercepter quoi que ce soit. Et on n'emballe pas le match, c'est pas nous qui allons à moitié ça pour l'instant, ok? Sur les attaques placées, si maintenant il veut faire le genou vide, on prend le temps, les pivots, santé poste, anti-poste pivot, pour les arrières derrière. Ok? Allez les gars, bien finir le travail. Allez, c'est bon. Et dans ces 10 dernières minutes où peut-être que Châteaumorange avait des velléités beaucoup plus précises, la GSB ne lâche pas le morceau, ne lâche pas la pression avec des réussites signées de plusieurs joueurs de tous les côtés du terrain du reste, alors qu'il y a toujours ce Loïc Samkafrev infranchissable dans sa cage qui finit par décourager les dernières tentatives. Voilà, ça c'est pour moi et ça fait, oui, l'entraîneur il est tout heureux. C'est vrai qu'il sent là le bon coup pour cette première finale. Et même regardez ce boulevard pour Christophe Condevel qui n'est pas le premier venu pourtant. Eh bien, face à lui, il ne se démoralise pas. Loïc Samkafrev va revoir là, cette percée de Condevel, un petit peu sans doute fatigué parce qu'il a beaucoup donné pour essayer de suppléer ses partenaires qui étaient allés un peu à côté de la plaque, c'est le moins que l'on puisse dire. Et au final, donc, la JSB l'emporte avec 8 buts d'écart, 8 buts pour ses matchs allés. Eh bien, que fera Châteaumorange dans quelques jours pour le match retour? C'est Dallot qui a signé le dernier but pour la JSB. Le score final, donc, 26-18. Ouais, c'est une belle victoire au niveau comptable. Mais quand on regarde un petit peu plus près le déroulé du match, je trouve que ça ne reflète pas vraiment le niveau des deux équipes. On a eu énormément de déchets au niveau des 6 mètres. Je pense que si on avait été beaucoup plus réaliste dans le duel avec le gardien de but, le score aurait été beaucoup plus conséquent ce soir. Mais bon, on va se contenter de 8 buts quand même. C'est pas mal, mais ça me laisse un mauvais souvenir quand même, cette histoire de 8 buts, 7 buts. Ben, on se souvient tous du match aller, il y a 2 ans. Donc je pense que rien n'est fait, on sait que c'est une équipe qui a du cœur. Donc nous rester concentrés maintenant. C'est un match, on va remettre les compteurs à 0 et on va essayer de gagner le deuxième. Oui, dur. Surprenant, oui. Mais bon, nous on joue pas notre match, on est ailleurs, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas au Stade de l'Est là ce soir. Ah non, c'est psychologique je pense. On rate pas mal de... On n'a jamais raté une première mi-temps comme ça quoi. Parce que c'est la première mi-temps, on pêche trop. En défense, en attaque, en duel sur un gardien, tout à travailler. Mais bon, il reste encore un match, moins 8, va falloir se bagarrer pour aller chercher la victoire. Mais bon, ça va être difficile. Oui, ça me rappelle 2010, mais bon, non, 2012, mais bon, va falloir la chercher celle-là, parce que là c'est difficile, très difficile là. Bah ouais, c'est un peu le même scénario qu'il y a 2 ans. On bute sur les gardiens, on fait une belle défense. Et eux, ils ont la réussite, nous on l'a pas. Et ça se joue là, parce qu'en défense, on a été solide. Et après, quand on n'est pas en réussite en attaque, à un moment donné, en défense, on pêche, on fait des erreurs, on n'est plus lucide. Et on commence à douter. Et là, il y a eu trop de doutes, sur le match. Il y a eu trop de joueurs qui ne sont pas au niveau, il faut le dire clairement. Et si on n'est pas au niveau, dans une finale, on ne peut pas gagner. On repart avec la même option, c'est-à-dire tout donner. On ne s'est pas posé de questions il y a 2 ans, on va faire la même chose. Après, on verra s'il y a le résultat au bout. C'est le but, donc on va tout donner, 60 minutes, en essayant je pense pas que c'est 2 entraînements qui vont changer la donne. Le problème est dans la tête, et si on règle le problème de la tête, si on arrive à se faire violence tous ensemble, on peut peut-être y arriver, pourquoi pas. Au moins y croire. Ce soir, il était bien engagé. Alors, on va dire que c'était bien engagé. Et le gros problème, c'était le duel du gardien. On a posé beaucoup de problèmes. Comme il y a 2 ans de ça, on répète le même scénario. Et
franchement, maintenant, elle avait beaucoup plus envie que nous. Maintenant, la bouffe à nous sur le terrain. Maintenant, comme on l'a dit, il y a encore 60 minutes mercredi. Si on n'a pas envie, maintenant, on va rebouffer à nous encore une fois. C'est ça, il y avait un manque d'envie, vous l'avez senti ça dans votre équipe? Ouais, c'était le manque d'envie. On a douté, dans le match, on a douté. Voilà. D'accord, et pour le collectif, quoi, en fait? Ouais, on va dire qu'il n'y avait pas le collectif. Ça peut être réparé pour le match retour, là. C'est là-dessus. On l'espère. On verra bien de toute façon. David, la JSB de Borest, mais David Joséphine également, non? Ah ben c'est une dernière finale, ça se prépare. Si c'est pour se traîner sur le terrain, c'est pas la peine. Tu prends toujours autant de plaisir visiblement. Ah oui, ouais. Parce que je suis encore performant. Si on n'est pas performant, on ne prend pas de plaisir. Donc je cours, je défends, je joue, je m'amuse, ouais. Alors 8 buts, c'est fait? Non, du tout. Il y a 2 ans, on a perdu après avoir gagné de 7 buts. On va essayer de ne pas refaire la même erreur. Là, on repart à 0-0. Il faut revenir avec le même état d'esprit et puis terminer le travail, si on peut dire. Ah, ce souvenir de 2012 qui permet au Castelmorangeais de garder espoir et aux joueurs de la GSB de se méfier de ce résultat, car le prochain rendez-vous, le deuxième, c'est mercredi prochain, au stade de l'Est Jean-Yves Voula, face à eux toujours donc Châteaumorange, des Castelmorangeais qui ont donc 8 buts de retard, 8 buts à combler. Sont-ils capables de le faire? Eh bien, on espère que vous y serez au stade de l'Est Jean-Yves Voula, et si vous ne pouvez pas, prenez votre rendez-vous 2 jours plus tard, le vendredi 30 sur Télécréole pour un résumé comme celui-ci pour la deuxième soirée des finales. Salut! Le Blue Angel, bar, restaurant, lounge, vous a présenté les finales 2014 de handball.